Bonjour, bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la matinale sur School TV. On est ensemble, vous le savez, pendant une demi-heure, 30 minutes pour faire le point sur la scolarité, sur la parentalité, culture, sport également, toujours avec des invités pour le moins inspirants. C'est parti pour le sommaire de cette toute nouvelle émission aujourd'hui. Les connaissances sur le développement du jeune enfant existent, mais elles ne sont pas accessibles à tous. Langue, précarité ou encore isolement, autant de freins qui creusent les inégalités dès les premières années de vie. La sommeil, émotion, langage, écran, l'association Papoto s'appuie sur des données scientifiques solides pour aider les parents à mieux comprendre les besoins réels de leur enfant, sans jugement, culpabilité, mais avec des outils simples ou encore concrets. Les détails dans un instant, avec des vidéos gratuites, des ateliers collectifs, des contenus traduits jusqu'à 19 langues. Papoto agit directement sur le terrain pour accompagner chaque année des centaines et des centaines de familles, notamment les plus vulnérables. On vous dit tout de suite. Et pour en parler, on reçoit sans plus tarder la fondatrice de l'association Papoto. Bonjour Gaëlle Guernalec-Lévy. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Papoto est né en 2018. Allez, j'allais dire 7 ans, mais ça fait 6 ans, c'était fin 2018. Avec quel constat ? Alors, avec un constat assez connu déjà à ce moment-là, qui était l'inégalité d'accès aux informations scientifiquement validées relatives au développement du jeune enfant. D'accord. Voilà, toutes les familles ne peuvent pas accéder, déjà n'ont pas forcément le réflexe d'aller chercher ces informations-là, parce que pour avoir le réflexe d'aller chercher les informations, faut déjà se poser certaines questions, il faut avoir le temps, il faut avoir, je dirais, la disponibilité psychique de faire ce travail-là, et ce n'est pas le cas pour tous les parents. Plus vous descendez dans l'échelle sociale, plus vous cumulez des difficultés pour vous loger au quotidien, difficultés pour remplir le frigo, trouver un travail, avoir vos papiers, etc. Et plus ça prend de la place dans votre tête. Et souvent, vous l'avez évoqué, parfois aussi avec des horaires décalés ou des horaires à rallonge. Exactement. Donc, qu'est-ce qui reste comme disponibilité pour accorder de l'attention à son enfant, ce qui n'a absolument rien à voir, évidemment, avec l'amour qu'on lui porte. Ce sont des choses totalement différentes. Voilà. Donc Papoto est né un petit peu de ce constat-là, de cet éloignement de ces familles et de ces informations. Et nous, on partait du principe que ces informations, elles pouvaient être extrêmement éclairantes pour répondre aux besoins de l'enfant. Et que tous les parents y avaient droit. C'est un peu ça notre positionnement de départ, c'est que tout le monde a droit d'accéder à ces informations. La parentalité pour tous, et encore une fois, c'est pas inné, on apprend à devenir parent. Tout à fait. Tout au long de la vie. Tout à fait. Quel a été votre parcours professionnel et qu'est-ce qui vous a justement donné envie de fonder, de créer Papoto avec cette ambition? Alors c'est vrai que j'ai un parcours un petit peu atypique parce que finalement, moi, je n'ai pas de formation initiale concernant les sujets dont je parle à longueur de journée. D'accord. On pourrait dire un côté un peu usurpatrice. Néanmoins, moi, j'ai été journaliste pendant très longtemps. J'ai notamment été journaliste pendant 11 ans au magazine Parents. C'est même comme ça d'ailleurs que j'ai mis un pied dans la question de la parentalité, du développement du jeune enfant, etc. Et puis ensuite, j'ai quitté ce beau magazine pour monter un site d'information, donc un site en ligne, où j'ai un petit peu resserré le prisme sur trois sujets essentiels qui étaient le développement du jeune enfant, parentalité et prévention précoce. Donc il y avait cet intérêt chez moi depuis très longtemps sur finalement comment on peut faire pour accompagner les familles le plus tôt possible dans cette perspective de poser des bonnes bases pour le devenir de l'enfant, donc avec en arrière-plan cette question des inégalités de développement qui surviennent très tôt. Donc finalement, il y a de la cohérence. Et puis, comme j'avais passé beaucoup de temps sur ce site d'information qui s'appelle Ginger, à faire de la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire aller regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est publié sur ces sujets-là un petit peu partout dans le monde, donc de faire ce travail de recension des données scientifiques, il est arrivé à un moment où j'ai eu l'impression que finalement il y avait beaucoup de données, qu'on savait beaucoup de choses, et j'ai eu cette sensation d'un décalage entre la connaissance à laquelle on pouvait accéder et ce qui se faisait concrètement sur le terrain. C'est-à-dire, moi je rencontrais énormément de professionnels sur le terrain, c'est-à-dire des professionnels dans le domaine de l'action sociale, dans le domaine sanitaire, dans le domaine de la petite enfance, qui faisaient part un petit peu du fait qu'ils étaient démunis pour accompagner les familles, et notamment pour accompagner les familles dont ils percevaient qu'elles étaient plus fragiles. En me disant toujours, mais en fait on aimerait partager plein de choses, mais d'abord on ne se sent pas très légitime. Vous savez, il y a en arrière-plan cette question qui est passionnante, qui est
de quel droit finalement je viendrais donner des conseils, hein. C'est un vrai sujet qu'on pourrait creuser. Bien sûr. Et puis la question des outils, beaucoup. Mais j'ai pas d'outils. Et puis comme la vie est faite de rencontres, à ce moment-là, j'ai rencontré la cofondatrice, enfin une des deux cofondatrices avec moi de Papoto, qui est Faustine Pratt, qui est psychologue, qui exerce aujourd'hui, qui a un cabinet à Marseille. Et Faustine, à l'époque, en tant que psychologue, elle animait des cafés des parents dans des quartiers prioritaires de la ville. Et elle m'avait contactée sur le site Jinja en disant « Je trouve ça passionnant tout ce que vous publiez, mais finalement, moi, je suis confrontée à ces familles au quotidien et j'aimerais pouvoir partager tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris sur le développement de l'enfant. Et je suis démunie parce que je suis confrontée à des familles qui soit ne maîtrisent pas trop l'écrit, ne parlent pas le français, sont très éloignées pour des tas de raisons de ces messages de prévention précoce. Et donc, on s'est rencontrés. Ça a bien collé. On s'est dit, ça a bien matché. Ça a bien matché. Il y a une journaliste, il y a une psy, il manque la sociologue. On l'a. Hein, c'est la troisième cofondatrice, Nadège Sévrac, qui est sociologue, qui est spécialiste sur la question des violences intrafamiliales. Donc Nadège a beaucoup travaillé dans le secteur de la protection de l'enfance. Elle continue. Elle a beaucoup publié sur ces sujets. Il se trouve qu'elle a été notre présidente jusqu'au 18 décembre 2025. Donc je lui rends hommage là parce que vraiment elle a fait un travail formidable et elle a porté haut et fort nos sujets. On vient de changer de présidente. Ouais. Et donc on était les trois à la manœuvre au départ. Et donc l'idée est très vite venue de on a des messages à faire passer. C'est quoi le support qui serait le support idoine pour partager ces messages de façon la plus accessible possible. Donc évidemment la vidéo s'est imposée. Assez rapidement. Ouais. Assez rapidement. Et puis l'idée, pourquoi ? Parce qu'avec la vidéo, vous pouvez faire passer des messages sans qu'il y ait besoin de lire. Et en plus tout de suite on s'est dit on va doubler dans plusieurs langues. Que signifie concrètement pour vous l'expression parentalité pour tous dans votre action quotidienne ? C'est exactement ça, c'est rendre accessible à tous les pratiques parentales dont on sait, d'un point de vue scientifique, qu'elles vont être plus ajustées aux besoins fondamentaux du jeune enfant. Okay. Donc là, je vous ai mis tous les éléments de langage, les mots-clés. Ouais. Pratique parentale ajustée et besoins fondamentaux du jeune enfant. C'est quoi une pratique parentale ajustée ? Alors, une pratique parentale ajustée, c'est pas une recette, c'est pas une façon de faire hyper cadrée. Il y a tout ne fonctionne pas avec tout le monde. En revanche, une pratique parentale ajustée, ce sont des pratiques dont on sait qu'elles ont le plus de chances de répondre à des besoins du jeune enfant. Et finalement, on pourrait les résumer sous des grandes catégories. Ça va être par exemple, alors là je vous livre une notion un peu technique, mais je vais vous dire vraiment de façon pratique. Vulgariser. J'essaie, Mathieu. Par exemple, c'est un parent qui va être ajusté, c'est un parent qui va être suffisamment sensible aux signaux émis par son enfant. C'est-à-dire c'est un parent qui va être capable de comprendre que quand le tout petit s'agite ou manifeste quelque chose, il lui envoie un signal. Donc c'est un parent qui va être attentif aux signaux émis par l'enfant, vous voyez. C'est un parent qui va essayer de comprendre ce qui se manifeste. Ok, je suis ajusté. Bravo. J'essaye. La plupart. Ouais. Alors, ce qui est important, c'est Restons humbles, j'essaie. C'est dur. Ce qui est important, c'est que la plupart des parents vont manifester une vraie sensibilité, ils vont être ajustés. Alors, on n'est pas sensible tout le temps à 100% du temps, on n'est pas ajusté, personne n'est ajusté à 100% du temps, donc c'est un message qui est important à faire passer. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a des fois, on va être à côté, il y a des fois, on va pas percevoir les signaux, on va pas voir que l'enfant manifeste quelque chose, parfois, on va apporter la mauvaise réponse, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on va dire que la plupart du temps, on essaye de... Non, donc cette question de la sensibilité, c'est-à-dire donner le message un peu crucial chez Papoto, c'est donner suffisamment d'attention à l'enfant chaque jour. Et plus il est petit, plus il va avoir besoin de temps d'attention soutenu. Après, ils grandissent, c'est des temps moins soutenus, ils ont besoin d'autre chose. Mais comme nous, on travaille avec les parents des petits, on est sur cette notion de un minimum d'attention chaque jour. Ce qui ne veut pas dire sans téléphone, du temps de qualité. Alors ça, on pourrait évidemment en parler. Oui, du temps de qualité, de vraie disponibilité. Et encore une fois, ce n'est pas 24 heures sur 24. Jamais. Aucun enfant n'a besoin d'attention 24 heures sur 24. Mais nous, on va parler plutôt de minimum. Que chaque enfant reçoive un minimum d'attention de l'adulte qui s'occupe de lui au quotidien. De l'attention ou encore de l'écoute. Et ça passe notamment par l'écoute des émotions. Ça donne ça. Éprouve des émotions. C'est normal, c'est même très bien. Les plus fréquentes sont la joie, la tristesse, la colère, la peur.
Une partie de notre cerveau est utilisée pour produire ces émotions incontrôlables. Et une deuxième partie est utilisée pour réfléchir et calmer ses émotions. Mais chez le petit enfant, le cerveau de la raison n'est pas terminé. L'enfant a donc beaucoup de mal à comprendre ce qui lui arrive et à se calmer. Il est submergé par ses émotions comme par une immense vague. Petit à petit, l'enfant va contrôler ses émotions. Mais il a besoin de l'aide des adultes. Il ne peut pas le faire seul. Pour aider l'enfant à comprendre ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, l'adulte utilise le langage. Tu ne souris pas, je vois que tu es triste. Tu as l'air content avec ce livre. C'est très important de parler des émotions avec son enfant et de lui rappeler que les autres aussi ressentent des choses fortes. Un enfant qui reste tout seul avec ses émotions, sans un parent pour le guider, peut devenir un adolescent ou un adulte plus fragile, plus agressif, avec des explosions de colère. Un enfant auquel on a appris à comprendre et à calmer ses émotions a de meilleurs résultats à l'école. Il tient en place, il est plus attentif, il écoute. Il a de meilleures relations avec ses camarades. Le rôle des parents, depuis la naissance de l'enfant, est d'essayer de reconnaître ses émotions, de les comprendre, d'en parler avec lui pour l'aider petit à petit à les contrôler. Les professionnels peuvent vous soutenir dans cette belle mission. Comprendre les émotions, c'est le nerf de la guerre, si je puis dire. Ah, c'est un des nerfs de la guerre. Et c'est certainement un des sujets sur lesquels on a accumulé énormément de connaissances sur les dernières années. Et donc, vous avez eu beaucoup de publications, beaucoup d'ouvrages. Oui, je pense que c'est un sujet sur lequel on a beaucoup progressé. Après, si je peux me permettre, c'est un sujet qui est central parce qu'il y a la question des émotions de l'enfant, puis il y a la question des émotions de l'adulte. Donc, nous, quand on est en atelier avec les parents, évidemment, c'est pour venir expliciter. Et je pense que vous avez compris là un petit peu quelle est l'approche, c'est d'expliciter comment ça se passe dans le cerveau du petit enfant. C'est bien scientifique. Voilà, et de dire que l'enfant, c'est pas un adulte en miniature. Il a un mode de fonctionnement spécifique. Mais ça, ils ne le savent pas, pendant que vous coupez une scène, ils ne le savent pas, les parents. Ça, alors, on l'apprend beaucoup, vous leur apprenez que, clairement, à 5 ans, 7 ans, 9 ans, 11 ans, le cerveau, il n'est pas mature pour la gestion des émotions. Alors, je vais pas faire un grand plot, mais disons que la plupart des parents qu'on accompagne nous en atelier sont assez éloignés de ces informations-là et effectivement ont une autre vision de l'enfant. Ils font ce qu'on appelle, vous savez, ce mot un petit peu savant, ils font de l'adultomorphisme, c'est-à-dire qu'ils vont prêter à l'enfant des intentions qu'il ne peut pas avoir en raison de cette immaturité cérébrale. Donc nous, tout notre éclairage, c'est justement de montrer comment chez un tout petit, il n'y a pas d'intentionnalité de venir embêter l'adulte. Et pour reprendre une expression qui a été vulgarisée par Catherine Guéguin, le tout petit, il est pris par des tempêtes émotionnelles. Donc c'est ça qu'on vient un petit peu expliquer. Après, c'est là que je voulais apporter une petite nuance, c'est qu'évidemment, on explique tout ça, on raconte tout ça pour expliquer aux parents que leur enfant ne cherche pas à les provoquer ou à les embêter, etc. En revanche, il faut aussi faire attention à des discours qui peuvent être parfois un petit peu maximalistes. C'est-à-dire que ça, c'est valable chez les tout-petits. Après, l'enfant, il grandit, le cortex orbitofrontal, il mûrit, il accède au langage et il va être capable de se raisonner. Donc, on ne va pas accompagner les émotions de la même façon chez un enfant qui est un petit peu plus grand qu'avec un tout petit. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout le temps se mettre à la hauteur de l'enfant avec des mots doux, etc. Il y a un moment, on peut passer à autre chose. Parce que le souci, c'est que si on est toujours sur un discours à dire aux parents il n'y a pas d'intentionnalité, il faut accompagner les émotions, les colères en lui parlant gentiment, etc. Il arrive un moment où si les parents continuent à faire ça au fur et à mesure que l'enfant grandit, ça risque de venir renforcer les colères de l'enfant et du coup, on envoie le parent un petit peu dans le mur. Mais l'équation, elle est très délicate, on le sait. Oui. Je suis parent et j'en parle avec tous nos amis, tous les parents. L'équation, elle est quand même très compliquée et l'équilibre, il est quand même, c'est quand même du sur-mesure, c'est de l'orfèvrerie, à chaque fois pour chaque enfant en plus, parce que t'as beau éduquer tes enfants de la même manière, tu te rends compte que selon l'âge, selon le caractère, selon le rythme. D'abord, effectivement, chaque enfant va naître avec son tempérament, ses terrains de fragilité, ses terrains de force. Il ne faut pas oublier que
nous, dans ce qu'on fait, chez Papoto, c'est de l'accompagnement à la parentalité. On vient travailler sur la question de l'environnement. C'est-à-dire, on vient essayer de modifier quelque chose dans l'environnement de l'enfant. On vient de modifier quelque chose dans la perception des parents, dans leur façon de faire. En revanche, il y a une autre dimension qui est la dimension génétique. Chaque enfant vient au monde avec son tempérament propre. Ça, on n'a pas de prise là-dessus. Donc, il va falloir composer avec ça. C'est pour ça que vous avez cette sensation de donner la même éducation à tous vos enfants. Et en fait, ils grandissent pas de la même façon. D'abord, parce que chaque enfant est différent et vous n'êtes pas le même parent avec chaque enfant et vous n'êtes pas le même parent au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que vous apprenez aussi, vous acquérez de l'expérience. J'espère que je progresse. En général, on progresse. Et vous voyez, c'est pour ça que chaque nouvel enfant fait un nouveau parent. Il y a toute cette interaction-là. Après, moi, je crois quand même que c'est intéressant d'avoir une parentalité éclairée en ayant accès à ces données. Ensuite, il faut se faire un minimum confiance. Je peux prêcher un petit peu contre ma paroisse, c'est-à-dire qu'il y a aussi des questions de bon sens. OK, mais il y a quand même des petites choses qu'il est important, je pense, de savoir quand on est parent sur le fonctionnement de l'enfant. Et puis parce que il y a plein de gens qui ont réfléchi à ça, il y a plein de gens qui ont expérimenté des choses et qui ont qui peuvent vous permettre d'aller plus vite, en fait, plutôt que de réinventer en permanence, de rechercher en permanence des choses qui ont été actées. Comment ça se passe, les ateliers chez Papoto ? Alors, d'abord, un atelier, ça peut être dans des endroits très, très différents, parce qu'on a plein de partenaires différents. On a des ateliers dans des centres sociaux, dans des maisons de quartier, dans des centres d'hébergement d'urgence, avec les familles migrantes primo-arrivantes, celles qui viennent d'arriver en France avec des tout petits enfants, dans des hôtels sociaux. Donc avec des enfants allophones, du coup ? Oui, totalement. Des parents allophones, donc des enfants allophones. D'où l'intérêt d'avoir des supports vidéo doublés dans d'autres langues. On peut être aussi dans les écoles maternelles. Jusqu'à 19 langues, j'avais noté. Mais ça va peut-être... Non, on est toujours à 19. On est toujours à 19. Toujours à 19, d'accord. Ça demande un petit peu de sous, de moyens financiers d'aller. D'ailleurs, à ce propos, allez-y, effectivement, pour toutes les associations. C'est comme de plus en plus. Et on remercie nos soutiens financiers parce que sans eux, on ne pourrait rien faire. Donc voilà, on est en atelier. Alors, le nombre de parents, il y a le nombre idéal. En nombre idéal, on est autour de 8 parents. C'est pas mal, ça permet d'avoir des interactions, les parents peuvent échanger entre eux, etc. En moyenne, on est autour de 7-8 parents chez Papoto. Et au début, on vient avec son enfant, c'est conseillé, ou vaut mieux voir les parents avant, ou chacun a sa stratégie, chacun ça dépend. Alors, en fait, l'idée chez nous, c'est de limiter au maximum les freins possibles à la venue des parents, d'accord ? Donc nous, en atelier, c'est en direction des parents, on travaille en direction des parents. Néanmoins, comme on s'adresse à des parents de petits-enfants, grosso modo des parents d'enfants de moins de 3 ans, à des gens qui sont plutôt en situation de défaveur économique, donc qui n'ont pas forcément de mode d'accueil, ils n'ont pas de place en crèche, pas d'assistante maternelle, donc ils sont avec leur jeune enfant. Donc si on dit c'est que pour les parents, il n'y a pas d'enfants, on n'a pas de parents. Donc les enfants sont vraiment les bienvenus, les papas sont les bienvenus. Donc les petits sont les bienvenus. Donc on a très souvent en atelier Papoto les parents avec les tout petits enfants. En revanche, on fait les ateliers sur les temps scolaires, ce qui évite d'avoir les enfants plus grands en atelier parce que là ça ferait trop de monde. Bien sûr. C'est des questions vraiment très, très pragmatiques, très pratico-pratiques. Ce sont les parents qui font la démarche ou c'est vous qui... Ou alors c'est quoi? C'est du bouche à oreille? Alors ça dépend. Parce que c'est délicat, vous l'avez dit, à partir du moment où c'est l'éducation. Oui, ça dépend. Il y a des endroits où les parents vont venir d'eux-mêmes, ils vont s'inscrire parce qu'ils ont l'habitude de fréquenter la maison de quartier, le centre social, voyez. Donc notre partenaire propose les ateliers Papoto et le parent va dire oui, ça m'intéresse, je m'inscris. Et puis il y a plein d'endroits où c'est nous, on est dans une démarche très proactive. Chez les acteurs du champ social, on parle du aller vers, le fameux aller vers. Donc là, c'est vraiment nous qui allons chercher les parents. C'est-à-dire que on va se mettre par exemple devant les écoles maternelles, en accord avec les directions des écoles maternelles, et puis on fait du démarchage en fait. On explique aux parents, voilà, on est dans le quartier, on va faire bientôt des ateliers dans la maison de quartier à côté, voilà en quoi ça consiste, venez, plus on est nombreux, plus ce sera sympa, etc. Et dans les hôtels sociaux, là on vient, et puis on va faire du porte-à-porte. Et parfois il faut arriver à les convaincre. Ouais. Le plus dur, c'est d'arriver à les amener, j'imagine, une première fois. Oui, c'est exactement c'est ça le gros du travail. Parce qu'en général, une fois que les parents sont venus à un premier atelier, en fait, ils comprennent quel est le sens et l'intérêt. La difficulté, si vous voulez, c'est quand vous présentez des actions
dont les gens ne perçoivent pas le sens au départ. Vous avez des parents qui se posent plein de questions, qui vont aller chercher l'information. Donc eux, ils voient tout de suite de quoi on va parler quand on dit on fait un atelier, parentalité, etc. Et puis vous avez des parents, parce que, comme je vous le disais au tout début, parce qu'ils sont pris dans d'autres problématiques. Bien sûr. Ouais. Et puis que finalement leur enfant... Tu pars à l'urgence, même si c'est aussi, encore une fois, ô combien important. Mais bien sûr, c'est une question des besoins primaires. Du coup, ils se disent, bon, mon enfant mange, mon enfant a un toit au-dessus de sa tête, mon enfant est habillé, ça va aller. Ça va, ouais. Voyez, et donc, parce qu'eux-mêmes ont grandi dans des conditions où on racontait pas tout ce qu'on raconte aujourd'hui, ces parents-là, il va falloir aller les convaincre de quel sens ça peut avoir pour eux, quel sens ça peut avoir pour leur enfant. Et ça, je dirais, c'est le petit effet magique. C'est quand ça marche, quand ils viennent à l'atelier et que là, en fait, c'est vraiment ce moment où finalement ils se posent pour réfléchir, pour se poser des questions que finalement ils ne se posent pas. Et moi, je dis toujours que, en fait, dans les ateliers Papoteau, les parents sont amenés à se poser une question qui est une question, à mon sens, que tout le monde devrait se poser quand on devient parent, qui est qu'est-ce que je vais vouloir et pouvoir garder de la façon dont j'ai moi-même été élevée et qu'est-ce que je vais devoir laisser de la façon dont j'ai moi-même été élevée. Cette question-là, c'est une vraie question au cœur de la parentalité. Parce que quand vous devenez parent, vous allez vous référer à votre propre vécu. Pourquoi on ne l'apprend pas, ça? Parce qu'effectivement, c'est une question, vous l'avez dit, c'est une question que tout le monde devrait se poser. Et qu'on se pose forcément quand... on ne se la pose pas. En fait, Patrice, c'est ça le sujet. C'est qu'on ne se la pose pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se la poser. Et c'est crucial qu'ils se la posent parce que parfois, comme leur enfance a été très, très, très cabossée, c'est très important qu'ils se la posent parce que c'est ce qui va éviter la reproduction. Vous voyez ? Le sujet, c'est que tout le monde n'a pas la possibilité, la capacité de se poser cette question et que ça, le risque, c'est la porte ouverte à la reproduction. Donc, quand vous voyez ce travail de réflexivité à l'œuvre, c'est-à-dire de gens qui, finalement, allaient faire exactement comme leurs parents avaient fait avec eux, puis tout à coup, ils se posent, puis ils réfléchissent, et puis ils se souviennent, et puis ils se disent « Ah, mais ça m'a fait quand même tel effet à moi. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire vivre ça à mon enfant ?» Là, il se passe plein de choses. C'est à ce moment-là que ça commence à bouger. Et vous voyez, ça, c'est important pour tous les parents. Nous, il y a une partie des parents pour lesquels c'est crucial, parce qu'on a une partie des parents, ils viennent d'arriver en France, donc ils viennent, et c'est normal, avec un autre bagage, un bagage culturel, avec ce que les anthropologues appellent une niche développementale, c'est-à-dire avec des façons de faire avec les jeunes enfants qui sont différentes. C'est normal. Sauf que là, ils arrivent dans un nouveau pays. Donc la niche développementale, elle change, c'est plus la même. Et donc, s'ils ne se posent pas cette question-là, c'est là que ça risque d'être problématique. Parce qu'ils arrivent dans un pays où les façons de faire éducatives ne sont pas forcément les mêmes. Nous, notre travail, c'est de rendre tout ça beaucoup plus explicite. C'est d'expliquer c'est quoi les codes, les attendus de cette nouvelle société, qui puissent se positionner, vous voyez, qui puissent et se positionner notamment par rapport à la loi aussi. Alors, nous, on est là aussi pour rappeler la loi qui est la même pour tout le monde. Je ne l'ai pas précisé, mais alors, j'imagine qu'il y a des one-shots, en tout cas. Mais l'idéal, c'est un suivi, j'imagine, en 5, 6, voire même 7 séances. Oui. Nous, on est vraiment, depuis le début, on a formalisé des actions en cycle. Donc, un cycle complet, c'est 7 ateliers Papoteau. Ça, pour nous, c'est l'action un peu phare. Pourquoi ? Parce que vous voyez les parents plusieurs fois. Vous savez que ça permet de répéter les notions, ça permet d'aborder tous nos sujets à partir de toutes nos vidéos. Et puis, il y a un lien de confiance. Troisième séance, j'imagine que voilà. Il y a un lien de confiance qui se crée. Il y a un lien de confiance qui se crée. Oui, il y a un lien de confiance qui se crée avec l'animatrice. Et puis avec les autres, on sent bien dans le groupe. Et on voit bien que comment les gens bougent au fur et à mesure. Donc ça, on essaye d'en faire vraiment un maximum. Quand on ne peut pas mettre en place cet atelier, on fait ce qu'on appelle des mini-cycles. Nous, on a plein de modalités d'intervention. D'accord. Après... Toujours en vidéo, j'imagine. Avec les supports vidéo. Oui, on a des supports vidéo et puis on a d'autres. Sinon, on a parfois des PowerPoint. On a aussi des petits quiz plastifiés. Ça fonctionne bien. D'accord. Après, on fait quand même néanmoins des interventions, comme vous le disiez, one shot, parce que moi, je crois beaucoup à l'effet de la petite graine. C'est-à-dire, moi, je crois beaucoup à ce qu'on va se dire sur un temps très court. On a l'impression sur le moment que ça a très peu d'effet, puis en fait, ça chemine. Et on en est convaincu parce qu'il se trouve qu'à chaque fois qu'on fait ça ne sera pas forcément immédiat, mais il va y avoir tout un cheminement et peut-être qu'ils vont venir vous voir. Oui. Et puis je vous assure que parfois ça bouge très vite. Parfois, nous on s'en rend compte avec les interventions qu'on fait en école maternelle. On a un programme spécifique en école maternelle qui s'appelle l'accrochage scolaire. D'accord. Accrochage pour éviter le décrochage. Le décrochage, ouais. C'est bien. On brainstorm beaucoup chez Papoteau pour trouver des slogans.
Et en fait, ce sont des interventions qu'on fait auprès des parents des enfants qui vont entrer à l'école en petite section ou chez les moins de 3 ans en septembre. Et on fait ces interventions-là au mois de mai ou juin. Vous savez, c'est ce moment où vous êtes invité par l'école à venir visiter les locaux. Puis la directrice ou le directeur fait asseoir tout le monde et explique un petit peu comment ça fonctionne l'école et que c'est très important d'arriver à l'heure. Que maintenant, l'école maternelle, c'est obligatoire, donc matin, après-midi. Et puis, voilà, c'est quoi les règles de l'école? Et on a plein d'écoles partenaires dans les villes où on travaille qui nous font venir à ce moment-là et qui nous laissent 30 minutes, parfois 45 minutes, c'est royal. Et donc là, on a une intervention où on a un PowerPoint qui est construit, un diaporama qui est construit pour cette intervention, et où l'enjeu, en fait, c'est de passer des petits messages aux parents, leur disant c'est des choses que vous savez très certainement. L'idée, c'est de les remettre un petit peu en priorité. C'est quoi les messages importants? Parce que 45 minutes, ça passe super vite. On a 128 minutes, mais... En fait, ce sont des messages qui permettent aux parents de réaliser ou de se souvenir à quel point tout ce qu'ils vont faire à la maison avec leur très jeune enfant, des choses qui a priori n'ont rien à voir avec l'école, vont avoir un retentissement sur les apprentissages scolaires. C'est quoi? C'est raconter une petite histoire le soir, avoir des rituels de coucher. Vous voyez, les rituels de coucher, c'est très important pour le développement du jeune enfant. On raconte une petite histoire. C'est avoir des routines langagières. C'est s'assurer que cet enfant, chaque jour, on discute avec lui. Qu'on a du langage, il reçoit du langage qui lui est adressé. C'est laisser traîner des petits jeux, accepter, ça c'est très compliqué pour les parents, notamment les mamans, accepter qu'il y a un peu de bazar dans le séjour, vous voyez, parce que les jeux traînent. Mais ça fait partie de la charge mentale souvent, donc ranger, machin, évidemment, un peu de prévention écran. Ok, on fait des petits messages sur les rythmes de sommeil, l'importance que les enfants soient couchés pas trop tard. On a un tout petit message alimentation, l'importance d'avoir une alimentation équilibrée. Voilà, donc ça c'est des messages très très resserrés sur un temps très court, en disant aux parents, en fait, toutes ces petites choses là qui n'ont l'air de rien, faire la cuisine avec son enfant. Ça n'a l'air de rien, mais quand on fait la cuisine avec son enfant, c'est du langage et c'est des mathématiques. C'est du langage parce qu'on lui dit « Est-ce que tu peux me passer la farine ?» Et c'est des mathématiques parce qu'on lui dit « Peux-tu me donner 2 œufs, remplir une demi-tasse de lait ?» Vous voyez, ça c'est des maths. Et ces petites choses-là, qui n'ont l'air de rien, elles sont fondamentales. Et c'est vraiment, pour nous, l'idée, c'est de faire du lien entre ce qui se passe à l'école pour l'enfant et ce qui se passe dans sa famille. Et c'est de redire aux parents qu'en fait, ils ont un vrai rôle à jouer dans la réussite scolaire de leur enfant, même si eux-mêmes ne sont pas allés à l'école. Parce qu'en fait, on est presque sur un autre sujet, mais il me passionne, et comme vous êtes sur une chaîne où vous parlez beaucoup aussi éducation au sens scolaire du terme, je pense que c'est crucial. Dans la dimension de l'accompagnement à la parentalité, il y a aussi toute cette dimension d'aider les parents à comprendre leur rôle dans les apprentissages scolaires. Et c'est de leur dire, en fait, ce qui va permettre à votre enfant de réussir, c'est pas le fait que vous fassiez les devoirs avec lui. C'est pas ça. En fait, c'est toutes les petites activités que vous avez avec lui et qui, a priori, n'ont rien à voir avec l'école. Et c'est ça, en fait, qui a un retentissement sur la réussite scolaire de l'enfant. Est-ce qu'il y a un petit passage aussi sur le temps de qualité, au final? Parce que vous parlez de recettes de cuisine, j'imagine. Oui, mais en fait, on pourrait le résumer comme ça. C'est la qualité des interactions, effectivement, c'est ces petits temps de qualité. Parce qu'on a à dire à nos enfants, les écrans, ça suffit, ou en tout cas pas trop. Et c'est vrai que c'est le premier, des fois, à dégainer ton téléphone et qui sonne. Mais bien sûr. Le sujet, c'est... Il te parle, et t'es là, attends, je vais juste finir ça. Et on est tous confrontés à ça. On est tous confrontés. Oui, bien sûr, c'est la question du temps de qualité, et puis c'est la question de la posture. Moi, je suis passionnée par j'adore interroger les parents, justement, qui au départ étaient très éloignés de l'école, vous voyez, de par leur vécu, de par leur milieu socio-économique, ou parce qu'ils ne sont pas allés à l'école, etc. Et d'interroger des parents dont les enfants ont réussi. Alors, réussi entre guillemets, c'est-à-dire réussi sur le plan scolaire. Ça ne veut pas dire que vous avez réussi toute votre vie. Mais en tout cas, et ça m'intéresse parce que je trouve que ce sont des exemples édifiants dont on peut s'inspirer pour essayer de comprendre pourquoi leurs enfants ont pu se projeter dans la réussite scolaire. Et quand vous les interrogez, ces parents, il y a plein de choses qui ressortent tout le temps. C'est notamment la posture. C'est des gens qui vous disent « Mais moi, je ne savais pas lire et écrire. Mais au moment des devoirs, j'étais pas loin. » Et je manifestais de l'intérêt vis-à-vis de mon enfant, vis-à-vis de ce qu'il faisait. J'en profite pour dire qu'on a coproduit un film avec la ville de Grigny, qu'on a terminé là cette année et qu'on a eu la chance de voir projeter au ministère de la Santé avec la haute commissaire à l'enfance Sarah El Haïry. Félicitations. Merci. On connaît bien. On était très très fiers. C'est un film qui s'appelle Parents à Grigny d'ici et d'ailleurs. Et donc on a donné la parole à des parents
donc de la ville de Grigny, qui racontent un petit peu, donc ils sont tous d'origine étrangère, et ils racontent un petit peu comment ils ont construit leur parentalité et leur éducation dans cette ville très particulière. Quelles sont les valeurs qu'ils ont voulu transmettre à leurs enfants. Et il parle notamment de ce sujet-là. On l'a découpé en plein de petits modules et on a un module qui est présent à l'école dès la maternelle et il raconte ça. Et donc on a des parents à l'image qui expliquent à quel point c'était important pour eux d'être présents physiquement dans l'école, de venir aux réunions, de venir aux sorties scolaires. On a une dame malienne, Fatoumata, qui est formidable et qui raconte très très bien ça, comment elle est venue soutenir sa fille qui faisait un petit semi-marathon avec l'école et qu'elle sentait bien que parce qu'elle était là, sa fille avait vraiment envie d'y aller. C'est ce sujet-là aussi qui pour nous est crucial. Est-ce que vous avez des mamans solo, par exemple? J'imagine que vous avez des mamans solo qui vous disent j'entends tout ce que vous me dites, j'entends vos conseils, moi j'aimerais le faire, mais aujourd'hui j'ai une double journée de travail, ou alors je travaille en décalé et j'aimerais de tout mon cœur être présent pour mon enfant, mes enfants. Mais concrètement, c'est pas possible parce que je dois assurer, par exemple, je travaille jusqu'à minuit. Et du coup, j'ai du mal à appliquer ça. Je ne peux pas être présente pour les enfants, les devoirs de mes enfants. J'imagine que vous avez des cas comme ça aussi. Vous avez des témoignages comme ça. On a évidemment des parents solos et essentiellement des mères, puisque quand on parle de monoparentalité, on est quand même sur une grande majorité. Ouais, on est sur des femmes. Nous, selon les endroits où on a des chiffres qui sont très variables. On tourne autour de 30% de monoparentalité, ce qui est légèrement au-dessus de la statistique nationale. Donc, bien sûr qu'on a des mères solos. Après, attention, on a une spécificité chez nous, c'est qu'on a la plupart des parents qu'on a en atelier sont des parents qui ne sont pas en emploi. C'est important de le dire. D'accord. D'accord, donc qui peuvent être en démarche d'insertion professionnelle, mais qui ne sont pas en emploi. Donc cette question se pose moins. Après, je peux quand même vous répondre parce que je suis moi-même mère, j'ai toujours travaillé. Alors je suis pas mère solo, mais je vois bien que cette question de la conciliation, la conciliation vie privée, vie professionnelle peut se poser. Je dirais que si les enfants ne sont pas avec leur mère, parce qu'elle travaille en horaire décalé, cet enfant il va être avec quelqu'un d'autre. Parce que sinon, on a un sujet, on a un souci. D'accord, mais l'enfant, s'il est tout petit, il est surveillé, il est en charge. Donc la question, ça va être de s'assurer qu'il est pris en charge par des adultes qui, eux, vont donner suffisamment d'attention. Okay. Et ensuite, c'est le peu de temps qu'on a avec son enfant, de s'assurer que sur ce peu de temps-là, c'est un temps de qualité. Et encore une fois, on n'est pas sur une vision maximaliste. C'est pas il faut cocher toutes les cases, faut tout faire bien. C'est le peu de temps où je suis avec mes enfants. Est-ce que là, c'est du temps de qualité? En fait, c'est vraiment ça le cœur. Ouais. Merci infiniment. Merci. Mais je vous en prie, merci à vous. Merci beaucoup, Gaëlle Guernalec-Lévy, fondatrice de l'association Papoto. Assez rapidement, si on veut aider Papoto. Parlez de nous, allez regarder nos vidéos pour faire beaucoup de vues, parce que après, nous, on a des financeurs qui sont là pour nous soutenir. Des partenaires, des financeurs. Ouais. Merci encore une fois. Merci à vous. Merci infiniment d'avoir été avec nous, de nous avoir présenté effectivement votre si belle association Papoto, cette aide à la parentalité, je vais y arriver aujourd'hui, parentalité pour tous. Vous êtes une excellente journée dans notre compagnie. Merci encore de votre fidélité. Ciao, ciao.